Le clonage du mammouth est-il en cours par Régis de Bruyne, qui est à la McMaster Université du Canada en ce moment, après avoir été au muséum, et qui travaille donc avec Véronique Bariel du muséum. Voilà, exactement. Alors nous, avec Véronique, on a décidé, pour vous parler de Darwin, de parler d'exemples d'organismes qui se sont peut-être plantés du point de vue de la sélection naturelle. En tout cas, dans le cas du mammouth, c'est assez certain. Pour le Néandertal, c'est plus discutable. Mais le mammouth, c'est quand même le seul éléphant qui n'a pas, des éléphants récents, on va dire, en tout cas de la famille des éléphantidés, qui n'a pas survécu à la dernière ère glaciaire. Donc lui, en termes de sélection, il a plutôt loupé le coche. Alors, le clonage du mammouth est-il en cours? C'est une question qui revient d'actualité à peu près chaque fois qu'on trouve un nouveau mammouth. Alors, des mammouths, on en trouve souvent, de plus en plus souvent. On en parle beaucoup en France parce qu'on est relativement impliqué dans ces études en général. Et il y a des débats qui se sont malheureusement... qui se sont un petit peu focalisés sur des aspects qui ne sont pas les aspects fondamentaux de la recherche qu'on pratique au quotidien sur le mammouth, mais plutôt vers une science que je qualifie de science par image, qui consiste à vous montrer des images incroyables et vous balancer des mots relativement frappants, mais tout ça en s'accordant relativement peu sur le fond et sur la réalité de ce que c'est que la biologie moléculaire des mammouths au quotidien. Alors, du point de vue des images, par exemple, voilà, ce dernier mammouth qui a été découvert au cours de l'été 2007, qui s'appelle Liuba, pour lequel on a beaucoup d'espoir en termes de paléogénomique, qui est sans doute la momie de mammouth la mieux conservée à ce jour, qui est un petit mammouthot qui avait en tout cas moins d'un mois. Eh bien, on voit, quand on est dans Porimatch ou dans le National Geographic, on voit alors toute cette équipe de chercheurs emmaillotés, habillés en cosmonautes, avec des gants, etc., qui n'osent pas respirer, en train de prélever des échantillons. Et on voit, par contre, si on lit le New York Times quelques mois plus tôt, les mêmes chercheurs, dénués de quelconque équipement, en train de renifler la bestiole et de le contaminer partout. Ce que je veux dire par là, c'est que on a toujours plusieurs niveaux de représentation de ce qu'on fait sur le mammouth, et malheureusement, le niveau de représentation du haut, il floue un peu l'avis du public. Voilà, donc j'ai essayé de rétablir un peu quelques vérités aujourd'hui. Voilà, par exemple, on dépense énormément d'argent pour faire des choses qui ne servent à rien sur le mammouth. Cette photo que vous voyez en haut à gauche, c'est une tomographie d'un mammouth, de ce mammouth-là, le Liuba, qui nous permet de voir quoi? Eh bien, qui nous permet de voir qu'un mammouth a un squelette. C'est fondamental. On se rend compte que ce mammouth a des côtes, a un fémur, etc., etc. Ça ne sert absolument à rien. Tout ce qui a pu être démontré par ces travaux, extrêmement coûteux, parce qu'il faut vous imaginer que quand on veut faire une chose comme celle-là, il faut quasiment construire sur mesure la machine qui va permettre de radiographier ce mammouth. Ça coûte donc des millions, et ça ne sert à rien. Malheureusement, ça se pratique encore beaucoup sur le mammouth. Et là, malgré tout, on est dans le domaine typique de fin de 19e. La science, de ce point de vue-là, elle est comme le reste de la société, quoi. Aujourd'hui, la science, elle dérive facilement vers ce qui impressionne plus que vers ce qui est fondamental et important, malheureusement. En tout cas, elle finance plus facilement ce qui impressionne. Ça, je peux vous le dire. Alors, on fait quand même des choses intéressantes sur les mammouths, et il y a eu cette publication au mois de décembre dernier, enfin novembre-décembre, à propos du séquençage du génome nucléaire du mammouth laineux. Alors c'est un petit peu trompeur parce qu'on a l'impression que le génome a été séquencé de façon complète, comme on a pu séquencer le génome humain. C'est pas du tout le cas, hein, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on nous dit quand on entend discuter de cet article. Là encore, pour les fêtes, Yves Coppens, est-ce que vous avez pensé à nous faire un petit cadeau? Oui, et puis un joli petit cadeau. Ah. C'est un petit mammouth cloné. Non, on n'y est pas encore. Mais enfin, ça approche tout de même. Et il y a eu un excellent article dans Nature d'un collègue de Pennsylvanie qui s'appelle Stéphane Schuster et qui dit « on n'y est pas, mais ça approche, quoi, en gros ». Parce qu'on n'y croyait pas encore il y a quelques années. Oui, enfin, moi aussi. Hein, bon moi, je l'ai dit et redit. Et... Vous avez toujours pensé qu'on pourrait cloner un jour si on trouvait de l'ADN? J'ai toujours dit que ce n'était pas théoriquement impossible, mais ce que dit ce collègue, c'est que dans l'os, l'ADN est très contaminé par des bactéries, alors que dans les poils, dans la corne, dans la fourrure,
on trouve de l'ADN un peu mieux conservé dans la kératine. Et du même coup, cette recherche s'est faite beaucoup mieux et beaucoup plus vite. D'autant plus qu'il y a aujourd'hui des machines à décoder l'ADN qui sont bien meilleures, évidemment, que les antérieures. Alors, en ce qui concerne le mammouth, il y a 400 000 sites de cet acide désoxyribonucléique qui sont différents de ceux de l'ADN d'éléphant d'Afrique. Donc, on n'est pas au bout de nos peines. Il faut arriver à faire admettre ça, si je puis dire, à la petite cellule d'éléphant d'Afrique dans laquelle on injectera, comme ça, mine de rien, l'ADN de mammouth. Donc c'est l'éléphant qui recevra le bébé mammouth Oui, ce serait un éléphant d'Afrique, oui. Voilà, donc ça c'est un petit extrait d'une émission qui s'appelle Histoire d'homme sur France Info, une émission très intéressante. Malheureusement, ce jour-là, quand Yves Coppens nous parle du génome du mammouth, il cède à cette tendance qu'on voit un peu trop facilement, qui est de... Pour les fêtes, Yves pardon, Coppens, on va pas le faire deux fois quand même. J'ai évité de vous le faire en double. Voilà. Je clique à côté, voilà. Qui est de mélanger la notion du clonage avec la notion de la constitution du génome. Et en fait, ce sont deux notions qui n'ont absolument rien à voir entre elles, qui sont même complètement, a priori, indépendantes. Et si on travaille aujourd'hui sur le génome du mammouth de façon très active, je connais personne qui fasse dans son laboratoire des manips qui ont à voir avec le clonage du mammouth de près ou de loin. Alors, qui dit clonage ne dit pas séquençage du génome. Donc le fait que l'on séquence aujourd'hui le génome nucléaire du mammouth, ça ne nous aide pas du tout à réaliser le clonage de cette bestiole. Le clonage, c'est quoi? C'est une greffe. Et on va greffer un noyau de cellules somatiques diploïdes à un ovocyte dont on a prélevé le noyau haploïde. Bon, voilà. Que l'on sache le contenu en termes génétiques de ce noyau originel, c'est pas du tout indispensable. C'est une manipulation techniquement très difficile à réaliser, d'autant plus difficile à réaliser si on veut la faire sur le mammouth qu'il faudra utiliser une mère porteuse qui ne sera pas de la même espèce que ce mammouth. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas encore faire pour le coup. Mais surtout, on n'a pas besoin de connaître le génome du mammouth pour faire ça, a priori. Ce qu'il nous faut, c'est une cellule vivante. Parce qu'il faut qu'on soit capable d'utiliser un noyau en état de fonctionner. Voilà. Par contre, réciproquement, quand on parle de séquençage de génome, on n'est pas beaucoup plus avancé par rapport à la manipulation du clonage en elle-même. Le génome, c'est quoi? C'est la somme de l'information nucléotidique à transmission héréditaire des individus. Donc si on prend une analogie, si on dit que votre ADN c'est votre alphabet moléculaire, que vos gènes ce sont des phrases utilisant cet alphabet, que votre code génétique qu'on utilise à tort et à travers, particulièrement en France, votre code génétique, ce n'est pas votre génome. Le code génétique, c'est la langue dans laquelle votre génome va être lu. Votre génome, c'est le texte, c'est votre livre à vous, quoi. Et ce génome, il est unique. Un clone, c'est le livre qu'on peut constituer à partir de ce texte. Voilà, alors si vous aimez comme moi Chateaubriand, celui qui travaille sur le génome, eh bien, ça va être l'auteur, l'évolution, son éditeur éventuellement, le biologiste aujourd'hui qui va essayer de retranscrire ce génome. Et voilà ce qu'il fait, lui. Il essaie de lire le livre, il de lire l'information contenue dans le livre. Et ça ne fait pas de lui l'artisan, l'imprimeur qui va produire physiquement le livre contenant le texte. Donc il faut comprendre cette délimitation entre deux niveaux d'intégration de la biologie, le génome qui est l'information et le clone qui est finalement le niveau d'intégration supérieur, l'organisme qui va porter cette information. Alors la probabilité de retrouver une cellule vivante de mammouth aujourd'hui, elle est infinitésimale. Pour ne pas dire nulle, parce que bon, c'est peut-être pas très scientifique de dire nul, j'avais l'habitude de dire nul avant, alors je relativise, aujourd'hui je dis infinitésimale. Ce qui veut dire que les collègues japonais et russes qui s'échinent à essayer de nous faire croire qu'ils vont isoler du sperme de mammouth pour fertiliser un œuf d'éléphant, il n'y a quasiment aucune chance qu'ils réussissent, et je pense qu'il n'y a personne qui veut financer leur projet, donc c'est très bien. On se retrouverait de toute façon au terme d'une fertilisation comme celle-là, avec une espèce d'hybride, mammouth-éléphant, alors qu'ils espèrent purifier vers le mammouth strict par des croisements entre les hybrides jusqu'à exclure la partie éléphante de ces mammouths. C'est assez ridicule. Donc ça, on peut exclure, a priori, hein, on peut oublier, enfin, j'espère qu'on ne le verra pas en tout cas. Et a priori, on ne clonera pas non plus le mammouth, puisque là encore, il nous faut une cellule vivante, isoler le noyau d'une cellule viable d'un mammouth. Et ça ne marche pas, parce que
comme dans le cas d'une greffe aujourd'hui, si on doit vous greffer un organe, eh bien, le temps au cours duquel on peut prélever un organe sur un organisme et vous le transférer à vous, il est extrêmement court. Il n'est pas de l'ordre de même 4000 ou 5000 ans pour les mammouths les plus récents qu'on a sous la main. Non, il est de l'ordre de quelques heures. Et c'est la même chose pour une greffe au niveau cellulaire. Ce qui se passe dès votre mort à vous, en tant qu'individu, c'est que vos cellules vont arrêter tous les mécanismes qui leur permettent de se maintenir en état de fonctionner, de réparer les erreurs qu'elles produisent, et aussi, elles vont libérer des tas de substances qui vont faire qu'elles vont se digérer elles-mêmes. Vos cellules vont commencer, en fait, tout bêtement, à s'auto-détruire, vont se digérer de l'intérieur. Donc même quand on retrouve une jolie momie de mammouth de l'extérieur, quand on fouille au niveau moléculaire ces momies, la préservation moléculaire de ces organismes-là, que ce soit des protéines ou de l'ADN, est extrêmement faible. Donc on peut aussi, a priori, exclure cette voie pour cloner un mammouth. Bon, ben voilà, j'ai fini. Plus ou moins. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on peut vous proposer, c'est un mammouth synthétique. Ce n'est pas du clonage au sens strict. Et c'est bien en cela qu'on avait sûrement raison, il y a à peu près 5 ans. Enfin, Pascal Tassi a écrit un petit livre aux éditions du Pommier où il parlait de ces questions. Est-ce qu'on peut faire revivre le mammouth ? Peut-être, mais en tout cas pas par clonage. Ça, je pense que c'est toujours d'actualité, pas par le clonage au sens strict, puisqu'on n'a pas plus d'espoir de retrouver une cellule vivante aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Par contre, ce qu'on sait faire aujourd'hui qu'on n'espérait pas faire il y a 5 ans, c'est reconstituer le génome complet du mammouth laineux. Alors c'est en cours. Ça, a priori, on va aboutir à un moment ou à un autre. Il y a à peu près 2 équipes dans le monde qui s'échinent à le faire, qui se font la course. Une fois qu'on aura notre génome de mammouth, il y a à peu près 2 voies alternatives qui peuvent être utilisées. Alors on peut essayer de reconstruire par synthèse les molécules d'ADN qui seraient des molécules de mammouth et en faire des chromosomes. Alors simplement, cette étape-là, empaqueter des chromosomes à partir d'une très longue molécule d'ADN, on ne sait pas encore le faire pour un organisme structurellement complexe comme un eucaryote. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui synthétiser un génome bactérien simple, mais par contre, on ne sait pas encore faire des jolis chromosomes eucaryotes comme les nôtres. Mais ceci dit, ça, ce n'est qu'une limitation technique pour laquelle on peut anticiper sur le fait qu'on saura faire ça relativement vite. De la même façon, la voie alternative qui consiste à faire de la mutagénèse dirigée sur un génome d'éléphant. Alors on prend un éléphant, on lui dit pas de chance, toi on va te prélever tes cellules et on va les bombarder de mutagènes pour transformer ponctuellement des sites dont on sait qu'ils sont différents chez les mammouths, les transformer pour qu'ils ressemblent ou qu'ils miment le génome de notre mammouth originel. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on réinjectera ce génome de mammouth, synthétique donc, à l'intérieur d'une cellule d'éléphant qu'on laissera se développer à l'intérieur d'un utérus d'éléphant, d'Asie, d'Afrique, peu importe. Voilà un peu la perspective. Alors, la seule étape qui était limitante il y a 5 ans, c'était celle-ci, parce qu'après tout ça, je vous dis, ça ne dépend que des progrès de la science, et a priori, au rythme où elle évolue, la biologie moléculaire, ça va se faire à un moment ou à un autre, puisqu'on sait le faire pour des génomes plus simples. Ça, on pensait que c'était très difficile de le recomposer, ce génome, encore. Eh bien, aujourd'hui, on a plus d'espoir. Alors, comment il est ce génome de mammouth? Par rapport à un ADN moderne, notre extrait de mammouth qu'on appelle ancien, il est très dégradé. C'est-à-dire qu'on va trouver des très petites quantités d'ADN et, en général, dans des molécules qui se sont coupées en petits morceaux. Par contre, on va trouver dans notre os ou dans notre poil de mammouth des très grandes quantités d'ADN qui n'appartient pas à ce mammouth, qui appartient à des bactéries, à des champignons, à vous, à moi, à ce qu'il y avait dans l'air, qui est venu contaminer le milieu, soit pour se nourrir du mammouth, soit par hasard. Et donc on trouve des molécules qui sont souvent mieux préservées, éventuellement modernes, d'ADN, à l'intérieur de nos extraits d'ADN de mammouth. Et puis il y a aussi des tas de molécules qui vont nous rendre la vie un peu plus difficile, en tant que biologiste moléculaire, qui vont inhiber nos réactions, qui vont faire que ces molécules d'ADN vont s'associer entre elles pour faire ce qu'on appelle des crosslinks, la condensation moléculaire. Tout ça, ça rend toutes nos manips de lecture de séquences de mammouth plus compliquées que ce qu'on voudrait. De plus que ces séquences de mammouth, avec le temps, elles se sont aussi bourrées de mutations. Donc, en plus, notre mammouth, il a aujourd'hui le génome de notre mammouth, il a des erreurs qu'il n'avait pas au moment de sa mort. Alors, quand on parle de génome du mammouth, il faut
comme dans le cas des génomes en général, séparer les différents niveaux d'intégration du génome. Là encore, comme Marc-André en a parlé tout à l'heure, on a dans une cellule, cette fois-ci c'est une cellule animale, elle n'a pas de paroi, celle-là, elle n'a qu'une double membrane. On a un noyau qui contient un génome nucléaire, qu'on peut espérer diploïde si c'est une cellule somatique, avec 2 copies du génome nucléaire. On a par contre des tas de mitochondries. Alors là, ces chiffres, ils sont juste pour vous donner un ordre de grandeur. On peut espérer retrouver jusqu'à, pourquoi pas, 2000 génomes mitochondriaux par cellule somatique. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup plus de vos petits génomes d'origine bactérienne mitochondriaux dans vos cellules que votre génome nucléaire. Et c'est pour ça que depuis 30 ans à peu près, quand on s'intéresse à l'ADN ancien, que ce soit pour des mammouths ou autre chose, on s'intéresse plutôt en général au génome mitochondrial parce qu'on essaie de se simplifier la vie. Parce que ce génome est tellement dégradé, le génome du mammouth en général, qu'il est très difficile de retrouver des gènes nucléaires, en tout cas pour des gènes qui sont en une seule copie dans le génome nucléaire. Il est beaucoup plus facile de retrouver quelques copies de gènes mitochondriaux. Alors ça, c'est pour vous donner une idée. Voilà, ça, c'est un bout du chromosome mitochondrial. C'est pour un projet qu'on a réalisé sur à peu près 160 mammouths, pour une étude de diversité des génétiques chez les mammouths. Voilà ce qu'on fait en général. On prend un morceau de chromosome très court, et puis on le séquence chez un maximum d'échantillons différents, qui sont plus ou moins préservés. Ici, vers le haut, ce sont ceux qui sont bien préservés, vers le bas, ceux qui sont mal préservés. Et on essaie de récupérer cette séquence chez tous ces individus pour la comparer entre eux. Alors là, c'est le cas idéal, où avec une seule paire d'amorces, on peut séquencer d'un seul coup à peu près 800 nucléotides, paires de base, comme on appelle ça, de votre ADN mitochondrial. Ça ne fonctionne que pour les meilleurs échantillons. La plupart du temps, on est obligé de couper ce morceau en plusieurs morceaux qui se superposent, et dans la majorité des cas, on est obligé d'en faire 5-6 morceaux pour être capable de reconstituer l'ensemble de 800 paires de base. Ce qui veut dire que pour nos mammouths, nos petits morceaux d'ADN bicaténaire qu'on est capable de relire, ils font pas plus de 200-300 nucléotides à la fois. Pour vous donner une idée, le génome nucléaire complet, il fait 4,5 milliards à peu près de nucléotides chez le mammouth. Alors reconstituer un puzzle de 4,5 milliards de nucléotides avec des morceaux de 200 nucléotides, c'était un petit peu compliqué. En tout cas avec les moyens standards. Parce qu'il faut vous figurer que pour faire ce séquençage de 160 mammouths, de ce petit bout d'ADN de 800 paires de base seulement, ça nous a pris 1 an et demi, il y a de cela 3 ans, dans mon laboratoire canadien, en faisant travailler à peu près toute mon équipe. Donc on était quand même très occupés, et on était bien loin de nos 4,5 milliards. Mais en fait, cette approche qui consiste à utiliser des PCR ciblés, c'est-à-dire à faire de l'amplification d'un gène particulier, bien, aujourd'hui, elle a subi une révolution avec l'avènement d'autres méthodes moléculaires d'approche. Alors, pendant 20 ans à peu près, on s'est échiné à faire des petits bouts d'ADN comme ça de mammouth. Au total, on connaissait moins de 10 000 nucléotides du génome complet du mammouth. Tout laboratoire confondu dans le monde, que ce soit en Amérique, au Japon, en Europe. En 2006, des collègues du Max Planck ont réussi à eux, finaliser le génome mitochondrial complet, c'est-à-dire à boucler la petite boucle mitochondriale de 16 000 paires de bases à peu près du mammouth. C'était en soi un énorme progrès, vous voyez, on avait multiplié par 10 déjà notre connaissance sur les mammouths. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas eu le retentissement attendu parce qu'en parallèle, une équipe canadienne a publié 13 millions de ces nucléotides de mammouth. Alors ça, je dois vous avouer que j'y croyais pas trop. Quand j'ai vu l'article sortir, je me suis dit, bon, c'est de l'esbrouf. Surtout que c'est publié dans Science, donc il y a de fortes chances pour que ce soit n'importe quoi. Et bien en fait, ça tient la route. Ça tient la route simplement, ça utilise des révolutions, deux révolutions à la fois. D'abord une révolution de la matrice biologique sur laquelle ces gens-là ont travaillé, ces gens-là, en l'occurrence, ce sont les gens de cette équipe à la McMaster University, qui était de se dire, bon, alors, quand on a des tas de mammouths, l'essentiel de ces mammouths ont très peu d'ADN, mais il y en a certains, très rares, qui peuvent en avoir beaucoup plus. Ce mammouth, il est assez exceptionnel. Il vient d'où? Il vient de ce coin-là, de Sibérie, la péninsule du Taïmyr, avec cette ville qui s'appelle Khatanga, où ces mammouths sont stockés dans une collection que vous connaissez sûrement pour des images qui ont été diffusées largement en France, dans ce Leidnik, cette cave souterraine dans la glace d'eau qui a été creusée, vous voyez des défenses un peu partout.
Et donc, parmi cette collection qui compte plus de 300 mammouths, on a trouvé un mammouth exceptionnel, enfin, on en a trouvé plusieurs, en l'occurrence. Cette image est plus pour Armand Delclès, pour voir l'état, par exemple, de préservation de l'os profond. Ce que vous voyez, tous les petits points blancs que vous voyez là, alors ça, c'est l'échantillon qu'on va faire, hein, pour vous dire que ça, c'est extrêmement petit. Hein. C'est l'échantillon à partir duquel on peut espérer séquencer le génome complet d'un mammouth. Donc, on n'a même pas besoin d'un os complet, on a besoin d'un fragment millimétrique d'os de mammouth, pourvu que ce mammouth soit bien préservé pour reconstituer son génome. Et tous les petits points blancs que vous voyez sur cet os, qu'on ne voit pas ici, en fait, qui correspondraient à toutes ces petites vacuoles noires, c'est du gras. Quand vous creusez dans votre os de mammouth avec votre perceuse, c'est ce qu'on fait en l'occurrence, il y a de la mousse qui sort comme ça, c'est assez impressionnant. Cette mousse, c'est ni plus ni moins que la moelle de votre os qui est rejaillie à la surface. Donc c'est de la moelle. Donc au quotidien, moi ce que je fais, c'est que, pour paraphraser un ancien ministre de la Recherche que je n'aimais pas beaucoup, je dégraisse le mammouth. Je fais ça tous les jours. Ça m'amuse beaucoup. On peut utiliser l'ADN contenu dans la graisse du mammouth en soi. Malheureusement, cet ADN-là, il est très fragile parce que la graisse, elle est intéressante pour tout le monde. D'ailleurs, si vous retrouvez un os de mammouth en surface, dans le permafrost, qui émerge du permafrost, comme ça, les gloutons vont se jeter dessus parce qu'il y a encore de la graisse. Voilà, ça va se sentir de très loin, d'ailleurs, ça sent pas très bon. Mais de même que les gloutons que vous voyez se jettent dessus, les bactéries ambiantes dans l'air, là, dans mon laboratoire, se jettent directement sur cette graisse, parce que c'est une matière organique directement accessible pour eux. Donc l'ADN qu'on va retrouver dans cette graisse est de très mauvaise qualité. Donc moi, je dégraisse complètement mon os de mammouth, et je fonctionne plutôt sur ce qui reste, sur la partie d'os dense, à l'intérieur de laquelle je peux espérer récupérer un ADN mieux préservé, et surtout qui va mieux représenter mon mammouth, plutôt que l'air ambiant. La deuxième révolution sur laquelle on s'appuie aujourd'hui, c'est une révolution technologique. Alors ça, j'aime bien cette image, c'est une image de la firme Rand qui montrait en 1954 ce à quoi un ordinateur pourrait ressembler d'ici l'année 2004. Voilà, un ordinateur personnel. Oui. Donc en 1954, ces gens qui étaient à l'absolu point de ce qui pouvait se faire dans le domaine s'imaginaient qu'en 2004, vous auriez peut-être tous ça chez vous. Tout ça pour vous dire, finalement, on est dans un emballement en termes de biologie moléculaire aujourd'hui qui fait qu'on n'arrive même pas, à 5 ans, on n'arrive même pas à prévoir ce qu'on saura faire ou pas. Il y a 5 ans, dans les laboratoires, ce qu'on appelle les core facilities en Amérique du Nord, de séquençage de génome, on avait des alignements comme ça entiers de machines, de séquenceurs d'ADN, c'est comme ça que ça s'appelle, ce sont des grosses boîtes rectangulaires, avec des tas de techniciens qui bougeaient de machine à machine, comme ça, remplissant, continuant 24 heures sur 24, et il fallait quand même 2 ans pour séquencer un génome complet de mammifères, avec X techniciens, 20 machines dans un seul labo. C'était énorme. Aujourd'hui, il vous suffit d'avoir une espèce de photocopieur qui pose, c'est Hendrik Poinar qui pose à côté de cette machine, qui est un de ces séquenceurs nouvelle génération, comme on les appelle. Il vous suffit d'une seule de ces machines, et donc a priori un seul technicien pour la faire tourner, pour produire 100 millions de nucléotides en 7 heures à peu près, c'est-à-dire que vous pouvez espérer reconstituer, si vous la faites tourner tout le temps, cette machine, un génome humain par jour à peu près, en vous débrouillant, en empilant les réactions. Ou, pourquoi pas, 100 génomes de bactéries en une seule journée. C'est assez faramineux. Et c'est ce bond en avant-là qui était vraiment indispensable pour nous rendre le génome du mammouth accessible. Alors, comment ça marche ? Il faut vous figurer que cette méthode de High Throughput Sequencing, comme nos amis nord-américains disent, ou méthode 454, comme Véronique en parlera également, ce n'est ni plus ni moins qu'une boîte noire qui remplace ce qu'on savait faire jusque-là, l'amplification par PCR, le clonage moléculaire et le séquençage par des manipulations parallèles. Alors, plutôt d'utiliser un extrait d'ADN, dans la méthode 454, on va transformer votre extrait d'ADN, et c'est là vraiment l'étape fondamentale, en une banque d'ADN. Qu'est-ce qu'on va lui faire, en fait ? On va lui adjoindre, à chaque bout, des petits morceaux d'ADN connus, DA et DB. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? Parce qu'en PCR classique, on a besoin d'amorces de PCR. Et on est toujours embêté quand on veut séquencer un extrait parce que s'il y a très peu de copies de cet ADN, on a très peu de chances que nos amorces s'accrochent sur quoi que ce soit. Maintenant, si on sait accrocher un bout d'ADN A et un bout d'ADN B de part et d'autre d'une molécule d'ADN, on peut utiliser ces adaptateurs pour y coller nos amorces. Et donc, à partir de là, tout ce qu'on aura reconnu dans notre banque d'ADN avec DA et DB de part et d'autre
pourra être amplifié par des amorces en PCR de façon non spécifique. On va en fait amplifier tout ce qui se trouvera là. Alors tout plus ou moins, c'est-à-dire que cette étape de préparation de la banque, elle ne marche pas toujours. Des fois, on n'a qu'un seul côté qui va recevoir un adaptateur, ça va disparaître, ou pas d'adaptateur du tout. On a des morceaux d'ADN qui vont recevoir 2 fois le même adaptateur, ça ne va pas marcher non plus. Et puis on aura des morceaux d'ADN trop longs, des morceaux d'ADN trop courts. Donc au final, il y a une perte énorme dans la constitution de cette banque d'ADN, mais qui est contrebalancée, pourvu que votre ADN original soit relativement de bonne qualité, par... Oula, je suis très très long. Faut me ralentir. Par l'information que vous allez retirer de là. Alors ça, pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que, bien sûr, vous avez beaucoup plus de copies du génome mitochondrial dans vos cellules, mais vous avez un génome nucléaire qui est beaucoup plus grand que votre génome mitochondrial. Et si on s'intéresse cette fois à la taille en termes de nucléotides de ce génome nucléaire, eh bien vous avez 9 milliards de paires de bases d'ADN nucléaire par cellule contre seulement 34 millions d'ADN mitochondrial. Ce qui veut dire que quand vous préparez une banque d'ADN par cette méthode 4-5-4, vous allez très largement favoriser la représentation, cette fois, de l'ADN nucléaire plutôt que de l'ADN mitochondrial. Pour la première fois, on va avoir accès à des données génétiques qui s'intéressent au génome nucléaire de notre mammouth, auquel on n'avait pas accès il y a 5 ans, plutôt qu'à notre génome nucléaire. Alors, je vais être obligé de passer des tas d'étapes qui vous montrent juste que, en fait, la méthode 4-5-4, c'est ni plus ni moins qu'une méthode classique. Simplement, on fait beaucoup plus de réactions de PCR, ce qui nous aurait pris des tas d'années de travail à quelqu'un comme moi. Aujourd'hui, ça se fait à l'intérieur d'un seul petit tube. Donc, c'est en fait un grand bond en avant en termes quantitatifs. On produit beaucoup plus de données. Malheureusement, d'un point de vue qualitatif, ça ne nous dit rien. On peut produire beaucoup plus de données qui soient de très mauvaise qualité, comme mes collègues cladistes le savent très bien quand les morphologistes cladistes le savent très bien quand ils reconsidèrent la qualité des données moléculaires en général. C'est un débat, évidemment. Les données moléculaires ne sont pas forcément meilleures parce qu'elles sont produites par cette méthode, loin de là. En tout cas, la différence principale, c'est que comme on s'intéresse à une banque d'ADN, si votre ADN de mammouth ne représente que cette toute petite fraction dans votre os, et qu'il y a beaucoup plus d'ADN de bactéries, de champignons et d'hommes, contrairement à une approche de PCR ciblée où vous pouviez espérer recomposer essentiellement de l'ADN de mammouth, et par la méthode 4-5-4, vous allez retrouver essentiellement de l'ADN bactérien. Et c'est ce qui s'est produit au début, la publication en 2006 de ces premières séquences de 13 millions de paires de bases de mammouth, c'était seulement 13 millions de paires de bases parce qu'il y en avait encore à peu près 7 ou 8 millions qui étaient autre chose. Alors c'est intéressant en soi, hein, mais ce n'est pas du mammouth. Alors c'est une grosse perte d'argent éventuellement pour ces laboratoires. Oh, oui, si on essayait de cloner quoi que ce soit à partir de là, on risquerait certainement de se retrouver avec un mammouth qui ressemblerait à ça. Où en est-on, et je vais finir là-dessus parce que je suis très en retard, la recomposition du génome total du mammouth. Alors, on espère en être à peu près 50-70% du génome total connu. Malheureusement, on n'est pas dans cet état-là de la représentation du mammouth. Nous, ce qu'on a, c'est plutôt un puzzle dont on ne sait pas réassembler les pièces. On sait juste dire, malheureusement, c'est tout ce qu'on peut en dire. Oh, il y a des chances pour que ce soit du mammouth. Bon, c'est pas un énorme progrès. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème? Pour finir là-dessus, on va revenir à mon exemple de Chateaubriand. Recomposer un génome, c'est facile quand on a des phrases entières. Recomposer un génome, c'est beaucoup plus difficile quand on a des bouts de phrases. Et surtout quand ces bouts de phrases sont très courts, parce que si vous avez des bouts de phrases qui ne sont que des mots ou que des lettres, vous pouvez les coller à peu près n'importe où. Et c'est encore plus compliqué si vous avez des ADN qui sont mixtes. En l'occurrence, si vous avez du Chateaubriand et du Vian, ça va, vous pouvez vous en sortir. Il y a des chances pour que vous puissiez trier. Mais bon, ce ne sera pas forcément toujours le cas. Et des fois, vous pourrez vous retrouver avec de l'ADN que vous ne saurez pas reconnaître comme étant du Chateaubriand ou pas. D'accord? Et à partir de là, si vous essayez de recomposer vos génomes, vous allez vous retrouver avec énormément de ressemblances entre des molécules d'ADN qui n'ont pas du tout la même origine biologique. Et ça va vous compliquer votre boulot. Vous essayez de me dire, bon, alors, j'ai le mot O, là, j'essaie de me dire, il faut que je recompose la phrase. J'ai vu du O, alors, où est-ce que je vais? J'ai vu du O de 4807 mètres? Non. J'ai vu du O comme 3 pommes? Non plus. Vous avez des tas de problèmes. Et à la fin, au lieu de faire du Chateaubriand, vous faites du Guillaume Musso et vous n'êtes pas du tout content. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour finir le génome du mammouth, c'est une molécule, un extrait d'ADN qui soit de meilleure qualité que ce qu'on a sous la main. Alors c'est en cours, hein, on va avoir un puzzle avec moins de pièces, tout bêtement. Plus les pièces sont grosses, plus il sera facile d'assembler les pièces de ce puzzle. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour, d'un point de vue fonctionnel, on puisse commencer à en dire quelque chose. Et ça, on pourra en discuter si on a un tout petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui d'un point de vue fonctionnel de l'adaptation du mammouth au froid? À quoi est-ce qu'ils ressemblaient? Est-ce qu'ils étaient noirs? Est-ce qu'ils étaient roux? Etc. etc. Je suis désolé, j'ai été très long, alors je ne vais même pas pouvoir vous expliquer ça. Je vous laisse regarder, c'est rigolo.
En tout cas, pour citer encore Yves Coppens, laissez-moi l'opportunité de faire partie de ces scientifiques qui n'ont pas d'audace, puisque je n'ai absolument aucune envie de cloner un mammouth, que ce soit maintenant ou plus tard. Je pense que c'est biologiquement une hérésie, très certainement. Je serais assez intéressé par l'avis de Darwin sur la question, d'autant plus pour ce qui est du clonage de Néandertal. Alors, je vais faire très vite. Donc, le clonage, on a vu que le mammouth, c'était pas possible. Donc, est-ce que Néandertal, c'est possible? Puisque la question a été posée. Donc, le film dont l'affiche est présentée ici n'a jamais été diffusé en France. Par contre, il est disponible en DVD pour ceux que ça intéresse. Alors, effectivement, dans The New Scientist, en janvier 2009, les 10 créatures qu'il était possible de cloner ont été listées. Et cette liste, elle est disponible sur Internet, sur autres. Et notamment, il y a effectivement le mammouth, mais également l'homme de Néandertal. Donc, parmi ces 10 créatures. Alors, juste quelques points pour dire comment, quand et pourquoi. Comment les premiers restes ont été découverts de Néandertaliens à Feldhofer en 1856, dans une grotte. Je vais passer sur la détermination et l'attribution à une espèce en 1864 de Homo neanderthalensis, et parler directement de l'ADN avec 1984, où les premières séquences anciennes d'un animal de quagga naturalisé et de momies égyptiennes ont été trouvées, donc c'est les débuts de la paléogénétique, et il a fallu attendre 1997 pour avoir une première séquence mitochondriale néandertalienne de 379 nucléotides. La question qui était posée, c'était: y a-t-il une contribution au pool génique de l'homme moderne des Néandertaliens? Et accessoirement, ce n'était pas l'objet du papier de savoir si c'était une espèce ou une sous-espèce. Donc c'est un sujet qui suscite beaucoup d'engouement à tous les niveaux, et surtout médiatique. En 2006, a été publié indépendamment par 2 équipes l'ADN nucléaire d'un néandertalien de 38 000 ans, provenant de Croatie. Une équipe, celle de Svante Pääbo du Max Planck Institute, et celle d'Edward Rubin en Californie, qui ont toutes les deux conduit à une publication, l'un dans Nature, l'autre dans Science, qui utilisaient tous les deux des approches métagénomiques, bien que les techniques utilisées étaient différentes. Et l'équipe de Pääbo, notamment, utilisait la plateforme 454, dont Régis nous a parlé, qui lui avait permis d'obtenir 1 million de bases sur ce néandertalien de 38 000 ans. L'équipe de Rubin n'en avait que 65 000, qui correspondaient à 29 gènes, avec les techniques classiques en fait, d'ADN. Et Pääbo soulignait que d'ici 2-3 ans, il y aura environ 80% du génome nucléaire complet qui serait séquencé. En août 2008, donc assez vite, le séquençage complet de l'ADN, lui, mitochondrial, a été réalisé, publié dans Cell, et surtout, ce qui a été important, c'est au début de l'année, le 12 février, Svante Pääbo a participé au congrès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences à Chicago, et il a actuellement annoncé 3 milliards de nucléotides, ce qui est à peu près la taille du génome nucléaire humain, mais ce qui correspond, vu que c'est un bloc, à peu près 60%, 63% du génome qui est identifié. Pour ceux que ça intéresse, la vidéo de sa communication est disponible à l'adresse indiquée ici, et j'ai également pu récupérer sa présentation PDF, où il montre comment, grâce aux techniques, l'amélioration des machines même, il a pu progresser dans la capacité à récupérer ces séquences nucléaires. Donc en novembre 2006, il avait une 454 GS20. Quelques mois plus tard, la FLX, qui ressemble beaucoup, mais qui procède de manière légèrement différente. Et en mars 2008, la Titanium. En août 2008, enfin, une autre machine qui est encore plus rapide, la Solexa, qui permet de traiter 40 millions de séquences en une semaine. Donc il l'a acquise en août 2008, ce qui laisse supposer, comme il le dit lui-même, que à la fin 2009, le génome nucléaire de Néandertal devrait être complet. Alors, il n'y a pas le coût de ces machines, Régis pourra peut-être nous préciser, je pense que ça revient quand même assez cher. Alors pourquoi
séquencer le génome complet du néandertalien. L'identité génétique d'Homo sapiens avec Pan, elle est d'environ 99%. Elle est de 99,8% avec Homo neanderthalensis. Et l'objectif, c'est de comparer le génome néandertalien avec celui de l'homme et également du chimpanzé, de manière à identifier les gènes qui font que l'homme est homme, et aussi les nombreuses applications thérapeutiques qui pourraient en convenir, suivre. Donc ici, il y a eu un travail qui a été fait sur le lactose, dont on a déjà parlé précédemment, ce matin et hier. Le gène FOXP2 a également été étudié, puisqu'il est impliqué dans le développement du langage. Et il semblerait qu'il soit partagé avec Néandertal, notamment avec, il y a une étude sur la mutation SLI qui provoque des pertes des compétences nécessaires au langage. Le gène de la microcéphaline, puisqu'elle régule la taille du cerveau. Des gènes récepteurs également de la mélanocortine, impliqués dans la pigmentation, qui, vous l'avez peut-être entendu, montreraient que le néandertalien aurait une chevelure rousse et une peau blanche. Alors, le clonage, Régis vous a expliqué les techniques, donc c'est vider l'ovule de son ADN, le remplacer par l'ADN néandertalien, qui serait reconstitué par synthèse, et le transférer in utero. Si pour le mammouth, on sait qu'il faudra choisir l'éléphant, là, c'est ce qu'on peut lire, c'est-à-dire quelle va être la mère porteuse. Alors, la femme, mais dans ce cas-là, on souligne généralement le fait que quelle femme oserait se prêter à ce genre d'expérience, ou alors une femelle chimpanzé, mais comme Régis le disait lui-même, on n'a jamais réussi un clonage à partir d'une espèce, même si elle est très proche. Et la question qui revient, c'est est-ce que c'est acceptable éthiquement et moralement? Et là se pose un problème. Alors, on peut lire dans les journaux, les quotidiens ou sur les sites internet, oui, si ce n'est pas un humain, c'est-à-dire si c'est une espèce différente, oui, on peut le faire. Alors, c'est réellement ce qui est sur l'affiche du film, hein, homme ou bête, la question est là. L'homme de Néandertal, est-il un homme ou pas? Et donc, je n'ai pas le temps de discuter du statut spécifique de Néandertal, et je vais juste finir sur cette... imaginons le clonage du mammouth et du Néandertal. Voilà la réponse. Merci. Merci à Régis Debruyne et à Véronique Bariel. Je n'ai pas voulu les interrompre tellement c'était passionnant. Je retiens avec l'humour de Régis qu'en matière de clonage de mammouth, on nous trompe énormément. Peut-être une question seulement, parce que sinon vous allez avoir peu de temps pour déjeuner ensuite. Qui souhaite poser une question à l'un ou à l'autre? Ou à l'une ou à l'autre? Oui, je vous en prie. Alors, quel est l'objectif en termes de recherche fondamentale de séquencer le mammouth? Alors, je vais répéter votre question. Quel est l'objectif fondamental de cloner un mammouth? Il n'y en a pas. Ah, de séquencer. De séquencer le mammouth, il y a des tas d'objectifs fondamentaux d'un point de vue de ce qu'on appelle essentiellement aujourd'hui la génomique fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre aujourd'hui ce qui est intéressant avec le mammouth par rapport aux éléphants, et par rapport finalement à la lignée humaine, c'est-à-dire la comparaison homme-chimpanzé, c'est qu'on a un cadre qui est assez parallèle à ce qu'on voit dans la lignée homme-chimpanzé, mais dans une autre lignée. C'est-à-dire que finalement, les mammouths comme et les éléphants, comme les hommes et les chimpanzés, ont divergé les uns les autres à peu près au même moment, à la fin du Miocène, pour se séparer entre une lignée plutôt forestière, arboricole, et une lignée plutôt de milieu ouvert, qui aurait mangé de l'herbe, voilà, dans le cas du mammouth. Et donc ça a pris à peu près le même timing, dans les mêmes zones géographiques d'ailleurs, en Afrique centrale. Et donc ce qu'on peut établir comme clair, c'est que le mammouth, au sein des éléphants, c'est celui qui s'est le plus transformé d'un point de vue phénotypique et environnemental par rapport à l'ancêtre commun qu'il a avec les éléphants. C'est-à-dire qu'un éléphant d'Afrique aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'ancêtre commun de l'éléphant d'Afrique et du mammouth. Il a très peu changé, l'éléphant d'Afrique, d'un point de vue écologie, physiologie, apparemment. Pourquoi le mammouth s'est-il transformé? Quels ont été les moteurs? Est-ce que c'est de la sélection naturelle? Est-ce que c'était adaptatif ou pas? Il y a des pistes pour ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent aux adaptations potentielles qu'on peut tracer dans le génome du mammouth. Par exemple, il y a des collègues qui travaillent aujourd'hui sur la tolérance du mammouth au froid. La tolérance au niveau métabolique du mammouth au froid. C'est-à-dire qu'on peut reconstituer la capacité du mammouth à supporter
au niveau métabolique, au niveau cellulaire, des froids qu'on ne pourrait pas supporter nous. Pourquoi? Parce que votre hémoglobine à vous, votre hémoglobine, c'est ce qui va permettre de transporter votre oxygène et de libérer cet oxygène au niveau cellulaire. Votre hémoglobine, elle a un champ de fonctionnement extrêmement restreint en termes de température. C'est pour ça que si votre température tombe trop bas, vous allez mourir extrêmement rapidement. Comment les mammouths et comment les animaux qui vivaient dans le grand froid, si c'était le cas, étaient-ils adaptés à ce genre de situation? C'est-à-dire qu'un mammouth qui marchait sur le sol gelé, il avait des pattes a priori au mieux autour d'une température d'une vingtaine de degrés, quoi. Et 20 degrés, vous, si votre température corporelle tombe à 20 degrés, vous êtes mort. Votre mammouth, lui, non, apparemment, il était encore capable de marcher, etc. etc. Eh bien, il y a, d'un point de vue génétique, on est capable de montrer qu'ils ont une hémoglobine qui est adaptée à la résistance au froid, qui peut encore libérer de l'oxygène jusqu'à une vingtaine de degrés. Et donc, toutes ces pistes de génomique fonctionnelle s'ouvrent à partir du moment où on a accès au génome nucléaire et pas seulement au génome mitochondrial.